Cinquième plus grand pays d'Europe, la Suède, vaste territoire de plus de 10 millions d'habitants, avec près de 8000 Français inscrits en 2021 au consulat, détient une culture francophone depuis des siècles. Paris, Stockholm, une distance de presque 2000 km qui sépare ces deux capitales européennes. Et pourtant, des liens entretenus dans le passé, qui ont fait naître des relations linguistiques, culturelles et historiques importantes. Un héritage méconnu du peuple français, mais qui fait écho au peuple suédois. Alors quelles sont les origines de ces relations franco-suédoises? Quels sont les domaines d'influence? Et sont-ils toujours d'actualité? C'est ce que nous allons comprendre, alors prenez place direction Stockholm, capitale et berceau de l'histoire suédoise. Les premières origines remonteraient à l'époque médiévale. La genèse des contacts franco-suédois serait établie. La langue suédoise, influencée par la langue française, emprunterait un vocabulaire à l'instar de la chevalerie ainsi que du domaine militaire. Il y a des textes qui circulent, il y a des gens qui s'essayent à la langue française, enfin, c'est comme ça qu'on le dit. Donc on a quasiment des premiers écrivains, ce qu'on appelle translingues, c'est-à-dire qui ne sont pas de langue maternelle française, mais qui l'utilisent. Donc ça existe un petit peu au Moyen-Âge, même si, à partir de peut-être fin du Moyen-Âge, hein, c'est surtout au XVIIe siècle qu'on va avoir des influences, des contacts un peu plus importants, à partir des traces qu'on a, donc des textes. Et je pense que ça se cristallise beaucoup autour de la reine Christine de Suède. La reine Christina, ou Christine de Suède, unique fille de Gustave II Adolphe de la dynastie Vasa, en 1632, elle devient la première reine de Suède à l'âge de 6 ans. Des liens franco-suédois renforcés pendant la période de règne de son père, grâce à un contexte politique et militaire favorable. Christina est le premier monarque suédois à introduire la France en Suède. Un rayonnement intellectuel et littéraire émis par la venue de lecteurs et personnels de cour de nationalité française. Elle a été élevée comme un garçon en fait, Christina, et elle avait aussi un petit peu des intérêts de garçon. Et elle s'intéresse aussi beaucoup à la culture, Christina. Quand on va justement au Musée national à Stockholm, il y a beaucoup de toiles qui ont été achetées par Christine. Elle faisait partie effectivement d'un grand réseau européen. Elle avait un intérêt pour les langues romanes. Elle était multiculturelle, elle était multilingue, elle a fait des voyages en France, elle est allée rendre visite à l'Académie française. Elle avait aussi une relation, on va dire, d'amour, mais en même temps compliquée avec la France. Et à cette époque-là, c'est presque une espèce de distinction, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment d'utiliser le français parce que l'esprit à la française fascine un petit peu. Et donc ça commence un peu dans une sorte de... le français rentre presque comme une langue élitiste en fait, ce qu'elle était aussi à l'époque, hein. C'était une langue diplomatique, une langue parlée dans les cours, donc faut se remettre dans l'époque où les souverains, c'est quand même des mariages aussi plus ou moins arrangés, où les langues dans les cours, des différentes cours européennes, ça joue beaucoup, et le français a cette image, et donc en Suède, on peut voir avec Christine peut-être une ouverture culturelle assez importante vers les pays de langue romane. Ce qui est important avec Christina et un peu ironique en même temps, c'est que en fait le premier roi de la dynastie Vasa, qui s'appelait Gustave Vasa, c'est lui qui va convertir la Suède et en faire un pays protestant luthérien. Et Christine, qui est la dernière reine de la dynastie Vasa, elle va se convertir au catholicisme. Donc c'est quand même sacrément ironique dans l'histoire de la dynastie Vasa, mais en même temps elle avait effectivement beaucoup de relations avec les pays un peu catholiques. Ça va probablement jouer pour sa conversion au catholicisme. Elle était, on le sait maintenant, l'amie de Descartes. Elle a beaucoup fréquenté les intellectuels français. Elle a eu une correspondance avec lui, et c'est vrai que cette histoire de Descartes-Christine, qui est un petit peu sujette à beaucoup d'interprétations, finalement, elle a contribué à montrer peut-être qu'il y avait une ouverture culturelle vers le sud qui n'était pas forcément très importante avant la période classique, je dirais. Par la suite, un véritable tropisme va s'opérer avec Gustave II. Nous sommes au XVIIIe siècle, là où la France est le centre de l'intelligence, de l'art, et où les philosophes et les littéraires brillent. Rousseau, Voltaire ou encore d'Alembert. Gustave III, roi de 1771 à 1786,
reçu une éducation distinguée entre l'histoire, la politique ou encore la culture française. I think the most important period historically was from the Enlightenment era in the end of the 18th century, and then we had the French Revolution. And if we look at the Swedish context and the Swedish debate, the political debate, the discussions on literature and culture, connections also between politicians and other countries, I think that is the time when France had most influence, when France in many ways really was a kind of role model. And especially for some of the Swedish kings like Gustavus III, who was a king in the end of the 18th century, you know, he got a lot of inspiration from France. Il a contribué par exemple, si on regarde la fondation de l'Académie suédoise. L'Académie suédoise, elle prend vraiment presque pour modèle à l'époque l'Académie française. Donc pour Gustave III, il y avait la France était le pays de la culture, et donc pour aussi développer une culture nationale, il fallait en quelque sorte un petit peu la protéger et avoir des actions politiques fortes et notamment des actions culturelles. De ses nombreux voyages en France, Gustave III est devenu un véritable souverain francophile, amoureux du siècle des Lumières et adepte du modèle à la cour française. Il découvre ainsi l'Académie française, l'Opéra de Paris, ainsi que la Comédie française et notamment des pièces comme Oedipe qu'il ne manquait jamais d'aller applaudir. De par ses intérêts littéraires, architecturaux, musicaux ou encore théâtraux, il va importer cet héritage occidental. Quelqu'un qui voit dans la culture peut-être déjà un élément de ce qu'on dirait aujourd'hui de soft power, quoi, c'est-à-dire d'influence. Et je crois qu'il y avait cette idée-là, je n'utiliserai pas ces termes, mais je crois qu'il y a vraiment la compréhension de la culture dans une démarche aussi politique et de prolongement en fait, de règne tout simplement. En 1772, ce patron des arts créa la première troupe d'opéra de Suède et fut bâtir le premier opéra royal de Stockholm, influencé par le modèle de l'Opéra royal de Versailles. Il y a organisé des grands bals masqués, des représentations de chants et de danse, ainsi que des tragédies où une troupe française, à sa demande, venue interpréter des scènes dans leur langue. En synergie avec ses attraits artistiques, Gustave III va également bâtir une véritable culture autour du théâtre. Molière jouera notamment des pièces devant un public nommé les Français du Nord. Une influence et adoration héritée par sa mère Lovisa Ulrika. Lovisa Ulrika, qui est la mère de Gustave III, c'est elle qui va par exemple doter Drottningholm, le mini Versailles suédois comme on l'appelle très souvent, d'un théâtre. Et c'est elle qui va vraiment donner à la Suède des institutions culturelles. C'est elle qui va créer l'Académie des Beaux-Arts. Et bien sûr son fils, Gustave III, il va reprendre et développer tout ça. Il va importer dans la langue suédoise tout un tas de mots qui sont français. Alors il est passionné d'art, donc bien sûr ça va être un domaine très très investi par les mots français. Par exemple, quand on va au musée ou au théâtre ici à Stockholm, c'est écrit « entrée » et il y a un accent sur le « e », alors qu'on n'a pas du tout d'accent dans la langue suédoise. Donc c'est clairement, effectivement, le mot français qu'ont adapté les Suédois. Au XVIIIe siècle, pendant le règne de Gustave III, l'art de vivre dans les villes suédoises est fortement marqué par l'influence française. Grâce notamment à des architectes tels que Simon de la Vallée, qui a participé à la construction de la maison de la noblesse, Riddarhuset, des artistes ou encore des philosophes. Ainsi, divers mots français sont importés et donnent naissance à une empreinte linguistique immuable. Le XVIIIe siècle, c'est par exemple le moment où on va installer les trottoirs dans les villes. Et bien, trottoir, en suédois, ça se dit trottoir. C'est aussi le moment où on va installer les endroits pour faire pipi dans la rue pour les hommes. Ça se dit pissoir en suédois. Et puis, c'est le moment où on installe bien sûr les premiers restaurants. Un restaurant, en suédois, ça se dit restaurant. Also concerning, you know, other vocabulary connected to the military, for instance, we have the very important word fortification. You know, how to build and construct. Like building was really important in the Swedish vocabulary. Also with a lot of, you know, influence from French skills, French military tactics. So I guess that is why we have that word from that
era, and the word armée has the same meaning in Swedish. It's armé Dans le domaine du théâtre, par exemple, il y a la notion du balcon, souvent, la notion de foyer, d'atelier. On dit exactement comme ça en suédois. Ça ne s'écrit pas tout à fait pareil, mais ça se prononce exactement pareil. Et quand le rideau tombe au théâtre, on dit rideau en suédois. Concerning clothes, of course, that is a typical clothes and mode. Fashion is also very typical French. Et puis il va y avoir les événements politiques en France, puisqu'en fait, la Révolution française va susciter aussi un petit peu des inquiétudes dans un certain nombre de pays en Europe. Durant la période de règne de Gustave III, des événements en France se préparent. En 1789 débute la Révolution française. Celle-ci a une résonance européenne importante et a contraint les pays voisins à réfléchir à de nouvelles perspectives d'avenir. Les nobles suédois, mécontents, gardaient en mémoire les exigences d'un peuple meurtri et les contraintes exercées au roi Louis XVI. Gustave III, à l'égard du roi de la cour française, apporta son soutien, ce qui renforça les alliances politiques entre les deux pays européens. During the era of the Enlightenment and the era of the French Revolution, many of the, and this was of course not only the case of Sweden, but the ideas and the new themes regarding the criticism to a society governed by a strong nobility, the ideas on a society ruled by a constitution, not by a king who decides everything or a queen from his or her own will. Those ideas were also really important for Sweden and how Sweden developed during the 19th century. And I would also say that we had this important, of course, French Revolution in the end of the 18th century, but there were other revolutions as well in the 19th century, in 1830, in 1848, that were important, very big in France, and you could see effects of those revolutions as well in Sweden, I would say. In the political perspective, I would say quite a lot of influence. Perhaps more interesting for Swedes at that time than it perhaps is today. It's maybe a little bit different. La Révolution française eut ainsi une influence politique en Suède, présentant néanmoins certaines limites. Au cours de cette période révolutionnaire, une correspondance amoureuse secrète va naître entre deux ambassadeurs de la cour royale française et suédoise. Marie-Antoinette, alors épouse de Louis XVI, et Axel de Fersen, diplomate et comte suédois. Il participera notamment à la fuite de Varennes en organisant l'évasion de la famille royale du palais des Tuileries en 1791. Il y a cette histoire qui a été un petit peu romancée entre Marie-Antoinette et puis Axel von Fersen, qui, on ne sait pas s'il a été l'amant, en tout cas c'est quelqu'un qui a aimé Marie-Antoinette, mais il y avait une liaison d'affection par leur correspondance. Le problème, c'est que Axel von Fersen et Marie-Antoinette ont une liaison qui est quand même assez problématique parce qu'elle a des implications diplomatiques. Marie-Antoinette est mal à l'aise parce que, même si elle provient du trône d'Autriche, elle s'est éloignée quand même. Et du coup, elle est un petit peu isolée à la cour en France. Elle a des contacts avec d'autres cours royales, avec d'autres pays aux alentours. Et Axel von Fersen va aussi percevoir ce danger. Et en même temps, on ne sait pas si vraiment il va être un peu un vecteur, malgré lui, de la contre-révolution, de la pensée contre-révolutionnaire. Vous voyez que c'est quand même politique, ça dépend de quel côté on se situe. Et du coup, en fait, il va y avoir aussi des gens, des nobles, parfois, qui vont émigrer en Suède pour fuir un petit peu la révolution. Ça montre aussi cette histoire, à quel point la Suède est quand même assez éloignée. Il se méfie un peu de cet engouement peut-être révolutionnaire qui a renforcé aussi le centralisme en France, même le nationalisme d'une certaine manière. Et donc, je pense que à cette époque-là, il va y avoir une influence un peu plus lointaine, et finalement, on va avoir Bernadotte, qui était un ancien d'ailleurs général de Napoléon. Gustave III
Disciple de la culture française, eut divers successeurs au trône, mais aucun n'est resté. Les États généraux de Suède durent élire un nouveau roi. Une décision inattendue car c'est Jean-Baptiste Bernadotte, ancien maréchal sous la gouvernance de Napoléon, qui devient en 1810 roi de Suède. Il est ainsi considéré comme la dernière et la plus directe contribution française à l'histoire suédoise, en tant qu'ancêtre de la famille royale régnante d'aujourd'hui. Since we had this French king, Karl Johan, Jean-Baptiste Bernadotte, there was an interest in Sweden for France and for French culture, and he never learned properly to speak Swedish. Bernadotte ne parlait pas le suédois. Là aussi, c'est intéressant parce c'est quelqu'un qui n'a pas gouverné en français au sens où avec un modèle politique français de l'époque. Il a gouverné en français, c'est-à-dire que c'était sa langue, mais curieusement, il a une assez bonne image. On parle de la dynastie des Bernadotte, même encore, le roi aujourd'hui. Depuis Jean-Baptiste Bernadotte, qui régna sous le nom de Charles XIV Jean, la famille des Bernadotte n'a jamais perdu son trône suédois. En effet, il est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de l'actuel roi Charles XVI Gustave. Aujourd'hui, la Suède constitue une monarchie constitutionnelle et ainsi le roi Charles exerce uniquement des fonctions honorifiques en tant que chef de l'État. Jean-Baptiste Bernadotte, considéré comme un traître de Napoléon par les Français, est en Suède un roi populaire. Il a notamment participé activement à la prospérité économique du pays grâce à la création d'infrastructures favorisant le commerce ou encore l'éducation. Bernadotte, il est très très important parce que c'est lui qui va faire une série de grands travaux très très importants pour la Suède. Il va par exemple faire creuser le canal qui relie Stockholm à Göteborg. Au niveau du commerce, c'est un canal très très important. Il va aussi moderniser beaucoup l'agriculture suédoise, Bernadotte. Et il est aussi à la base de la création du système scolaire suédois, Bernadotte. Donc il a quand même contribué beaucoup à la Suède. Il y a des grands axes de coopération entre la France et la Suède, qui ne viennent pas forcément de cette époque-là, mais en tout cas il y a une relation particulière à la France, on peut le dire. Bernadotte a vraiment, je crois, impulsé une modernisation de l'administration, des finances. Peut-être aussi parce que la France napoléonienne, c'est quand même déjà le début d'une crise, une crise dans l'Empire, dans ce qui sera l'Empire, mais je parle de l'Empire même colonial au sens large, des finances qui sont à sec. Donc il y a peut-être cette méfiance vis-à-vis du déficit ou des choses pour avoir des projets plus modernisés et puis une administration. Et on va avoir beaucoup de mots qui vont rentrer aussi mots français, qui vont rentrer dans la langue suédoise, qu'on retrouve, restaurang, balkong, c'est l'époque Gustave III, mais certains, avec Bernadotte, on va avoir une poursuite un petit peu de ses emprunts à la langue française.